Alors que le procès des attentats de janvier 2015 s'ouvre en France, la Tunisie est le pays où se juge le plus grand nombre de procès en terrorisme au monde. Le dernier califat de Daesh entre la Syrie et l'Irak est tombé en mars 2019, mais quelle justice pour ces terroristes? C'est la question que se pose un documentaire diffusé actuellement sur Arte. Daesh, le dilemme de la justice, et il est signé Christophe Cotret. Bonsoir. Bonsoir. Ce documentaire nous emmène entre la France, la Belgique et la Tunisie où vous vivez, et on va tout de suite regarder un extrait. Le manque de preuves pousse les pays européens à refuser le droit aux djihadistes d'être jugés dans leur pays d'origine. Depuis la chute du califat, les revenants ne reviennent pas et sont détenus avec leur famille soit en Irak, soit au Kurdistan syrien, le Rojava. Une situation qui contredit le droit international. Et je sais que j'ai fait une grande faute, mais je veux retourner à ma famille, chez ma mère et chez mon père aussi. Je veux rentrer chez moi. Vous savez que vous n'êtes pas la bienvenue en Tunisie ni en France, que les gens vous détestent littéralement. Je sais ça. Et oui, beaucoup de questions se posent. Comment juger les terroristes, mais surtout, qui est-ce que l'on juge ? C'est un petit peu la question. Quand j'ai pu, on a passé un an à peu près à voir certains nombres de procès en Tunisie. Alors c'était pas évident parce que c'était pas une habitude d'aller voir des procès. En général, c'est plutôt assez confidentiel. Mais ce que je dis souvent, c'est effectivement les responsables principaux des attentats, les décideurs, les idéologues, les ultra-violents, ceux qui décident en fait, ceux qui sont les plus prosélytes et qui entraînent les autres. Ceux-là ne sont pas là. Ceux-là sont ou en fuite, ou sont dronés, ou étaient assassinés. Ceux qu'on juge ce sont finalement les suiveurs. Les suiveurs, voilà, les suiveurs, effectivement. Donc petite délinquance, troubles psychologiques, souvent analphabètes, c'est ce que vous dites dans votre... C'est ce que disent les avocats, effectivement. C'est ce que disent les avocats, c'est ce que disent les analystes. Moi, je ne me serais pas permis de dire ça. On a regardé beaucoup de dossiers, mais effectivement, on voit beaucoup de misère sociale. Alors attention, parce que souvent, sur les questions de radicalisation, on a dit, voilà, est-ce que c'est la misère sociale? Beaucoup de questions se posent par rapport au moteur de la radicalisation. Moi, je vois finalement dans ces procès peu de gens qui sont radicalisés au sens idéologique. Par contre, je vois des gens qui ont des accidents de parcours et qui sont jugés avec des lois antiterroristes extrêmement sévères. Oui, et oui, dans ce camp, il n'y a pas que des terroristes, mais si on se comporte comme ça avec eux, dit l'un des avocats, ils vont devenir des terroristes. Là est l'enjeu aussi. Absolument. L'avocat, c'est Clive Stafford Smith, qui est quelqu'un de très particulier parce qu'il a fondé une association qui s'appelle Reprieve aux États-Unis. C'était le principal défenseur des non pas des condamnés, mais des gens qui ont été emprisonnés à Guantanamo. Et on s'est aperçu, effectivement, les Américains ont, à ce moment-là, les États-Unis ont apporté une réponse avec Guantanamo, qui était une zone de non-droit. Il a fallu se battre pour les avocats pour pouvoir entrer et défendre ces gens. Et au final, on s'est aperçu qu'une grande partie des gens qui avaient été enfermés à Guantanamo n'étaient pas responsables. Il y avait des problèmes de procès, voilà, des homonymies, enfin beaucoup de gens n'étaient pas responsables. La question qui se pose au moment où j'ai fait le film, c'est allons-nous faire un Guantanamo bis au Rojava? Allons-nous faire un Guantanamo bis, en Irak? Et c'est la question qui se posait très fortement à ce moment-là et qui impliquait la politique française. Alors au cœur de cette justice, donc les avocats qui ont choisi de défendre, vous dites, notre diable contemporain. Écoutez. C'est quand même une période où on a quand même dû se justifier d'être avocat. Comment vous faites pour défendre ces enfoirés, les citoyens, le public, ce qu'ils voient là-dedans, c'est qu'on défend des terroristes. Mais nous, en fait, il n'y a pas une matière où on exerce le plus notre métier, c'est-à-dire faire du droit. J'aime comprendre la psychologie d'un individu et essayer de comprendre ce qui a fait qu'il a rejoint une zone de guerre et essayer de le faire entendre à l'autorité judiciaire pour que la sanction, si sanction il y a, soit une sanction qui soit juste. Qu'est-ce que nous dit le terroriste? Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de ce système. Et je vous le dis par la violence et l'intimidation. Donc si ça arrive à un moment, de façon aussi massive, c'est qu'il y a une réaction, quelque chose qui a explosé. Voilà. Donc on doit trouver aussi des sources, enfin la source de la résolution de ces problèmes-là, je pense bien évidemment en dehors de l'islam.
Voilà, comprendre la cause, c'est une dimension qui n'est pas suffisamment prise en compte politiquement, socialement, judiciairement. Là est le problème. Socialement, je pense que si, elle est prise en compte dans les programmes qui ont été menés de déradicalisation. Alors on ne parle plus de déradicalisation, parce que ça ne veut pas forcément dire grand-chose, on parle de désengagement de la violence. Donc ces causes sont évidemment réfléchies. Après, est-ce qu'elles pénètrent dans les tribunaux? C'est une question, parce qu'effectivement, l'opinion publique a été sous le choc. Comment juger des gens sur lesquels finalement on a très très peu d'éléments? Parce que ce qui va être jugé, c'est ce que dit un peu plus tard d'ailleurs dans le film Xavier Nogueras, ce sont des intentions. Donc on juge des intentions et non pas des faits. Et c'est ça qui rend les choses très compliquées. Le dilemme est à cet endroit-là. Si vous et moi, on achète un billet pour aller en Turquie, à l'époque, vous n'allez pas vous faire condamner pour ça, ni moi. Si d'autres personnes estimées radicalisées achètent un billet pour la Turquie, elles peuvent être condamnées pour cela. C'est là où ça devient, il y a une zone grise au niveau du droit qui est un petit peu compliquée pour tout le monde, pour les avocats, pour les juges et pour le parquet, bien entendu. Alors vous dites qu'en 10 ans, 500 djihadistes d'Al-Qaïda deviennent plus de 50 000 combattants de l'État islamique. Pour cela, vous identifiez 4 images. Le 11 septembre, la chute de Saddam Hussein, l'assassinat de Kadhafi en Libye, la prison de Guantanamo. Pourquoi ces 4 images ? L'Irak a été, je pense qu'il y a une position... Pour aller très vite, il y a eu une position française qui a été juste en ne voulant pas intervenir en 2003 dans la guerre américaine contre l'Irak. La France ensuite a une position d'ailleurs extrêmement juste au niveau diplomatique de soutenir les minorités sunnites qui ont été persécutées ensuite sous le gouvernement d'Al-Maliki. Pour moi, le terreau est à cet endroit-là. Effectivement. Donc ce n'est pas tant le fait de faire chuter Saddam Hussein que les conséquences et la manière dont les conséquences ont été jugées. La Libye, effectivement, a été un terreau très important pour le développement de cellules du groupe État islamique à ce moment-là. Et qu'on se réfère également à une part de la radicalisation politique de ces groupes en Irak, on revient à Guantanamo. Guantanamo était une plaie, et ce que rappelle d'ailleurs un des avocats. La CIA avait d'ailleurs émis des rapports dans ce sens-là. C'est-à-dire que Guantanamo va continuer à créer de la radicalisation. Guantanamo va nous créer de nouveaux ennemis. Voilà pourquoi je rappelais ces 4 images. Alors vous évoquez 5000 djihadistes européens, 3000 Tunisiens. D'ailleurs, une grande partie du doc se passe en Tunisie, où se pose la question de la torture. Écoutez. Je m'adresse à l'opinion publique tunisienne comme internationale. On n'obtient pas la vérité par la torture. Souvent, on obtient une non-vérité, car par la douleur et le chantage, on avoue des choses horribles qu'on n'a pas commises. Mon ancien professeur, Maître Lerouya, utilisait une belle formule. La torture interroge et la douleur répond. Et avec les terroristes, on a tous les droits. Là est le problème, l'absence de procès équitable. Les droits de la défense sont respectés. Le problème avec la torture, alors attention, parce que quand on parle de la Tunisie, il y avait une torture institutionnalisée de l'époque de Ben Ali. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Mais ce sont des pratiques qui perdurent. La grande difficulté, alors on peut se poser la question de la torture d'un point de vue éthique. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça permet d'arracher des aveux, etc. Chacun pourra en débattre. La vraie question, c'est que c'est parfois contre-productif. C'est-à-dire que des aveux arrachés sous la torture peuvent faire tomber des dossiers. Des gens arrêtés qui avouent fait que des enquêtes peuvent se terminer alors que les vrais coupables courent encore. On l'a vu dans le dossier du Bardo, au moment de l'attaque du musée du Bardo en 2015, où les vrais commanditaires, finalement, ont pu ensuite, quelques mois plus tard, commettre les attentats de Sousse. Pour moi, c'est pas seulement une question éthique qui doit être débattue, c'est aussi une question d'efficacité. Et ce que rappelle d'ailleurs cet avocat qui est assez controversé en Tunisie, c'est que la question de la torture dans les affaires de terrorisme devrait faire consensus. Alors, justement, cet avocat tunisien dit aussi qu'il n'y a pas de définition consensuelle du terrorisme. Ce que tu considères comme terrorisme, d'autres peuvent le considérer comme résistance. Et je voulais vous faire réagir sur cette phrase. Écoutez. Je vais vous parler de 2 mondes qui s'affrontent. Quand certains disaient en 2015 « Je ne suis pas Charlie, je suis Mohamed », c'est symptomatique d'une fracture immense. Je ne suis pas Charlie, je suis Mohamed. Quelle est cette fracture dont on parle ?
Alors ça, c'est ce que défendait Xavier Nogueras. Là, c'est le procès en appel de Jawad Ben Daoud. Ce sont deux mondes qui ne se comprennent pas. D'un côté, le monde de ceux qui doivent juger, et puis d'un côté, Jawad Ben Daoud. Ils n'appartiennent pas au même milieu, ils n'appartiennent pas au même monde. Ce qui est compliqué, au-delà des faits, parce que justement, ce qu'on disait à l'instant, ce ne sont pas seulement les faits qui sont jugés, ce sont les intentions. Or, c'est valable pour un attentat ou c'est valable pour Jawad Ben Daoud, comme dans le cas de gens qui auraient commis des crimes sur zone de guerre en Syrie et en Irak, c'est de se projeter dans le contexte de l'action. Et les juges ne sont pas formés pour ça, ils n'ont pas forcément à l'être, mais ça crée parfois des regards qui sont biaisés au sein de ces audiences. Et je me souviens très bien, Jawad Ben Daoud avait d'abord comparu libre. Il a ensuite été emprisonné pour une menace qu'il avait adressée à une des témoins en des mots, que je répéterai pas ici, mais qui était très certainement un outrage langagier qui avait été pris différemment par le procureur, qui ne comprenait pas les mots qui étaient... je ne dis pas que c'est louable, je dis juste que le langage n'est pas forcément le même. Merci Christophe Cotret. Et je vous invite vraiment à regarder ce documentaire Daesh, le dilemme de la justice. Je rappelle que vous êtes le réalisateur de ce documentaire actuellement sur arte.fr. Fin de ce journal. À demain pour un nouveau journal.